Bonjour à tous, je suis Bernard de Gingaro, le directeur marketing et commercial de la société Sogitech. Je suis en compagnie de Stéphane Morelli, qui est le responsable produit drone chez Sogitech. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans notre centre de démonstration, ici à Suresnes, centre de démonstration que l'on nomme également le Cube, et dans lequel sont exposés effectivement un certain nombre de nos produits. Le but donc de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous faire part du lancement par Sogitech d'un nouveau produit de simulation destiné à l'entraînement des opérateurs de drones, produit que l'on a nommé Genus. Donc, écoutez, bienvenue de nouveau. On va essayer de vous présenter ça de la meilleure des façons, de façon assez interactive. Et il est prévu une séance de questions. Vous pourrez poser vos questions à travers le chat disponible sur l'outil Zoom. Et sans plus tarder, je passe la parole à Stéphane qui va nous annoncer le menu de ce webinaire. Eh bien, bonjour à tous et toutes. Dans cette courte présentation, on va vous donner d'abord la teneur de ce que nous faisons chez Sogitech. Bernard vous présentera notre société. Et ensuite, on essaiera de vous présenter comment on a analysé, comment on a perçu les besoins d'entraînement et de formation des équipages de drones. À ce titre-là, on vous donnera bien sûr le contenu de cette analyse et les conséquences qu'on en a tirées en termes industriels. Bernard vous présentera effectivement comment nous estimons que la simulation conduit à améliorer significativement la réponse à ces besoins. Et ensuite, j'aurai le plaisir de vous présenter le produit Sogitech Genus, qui est, selon nous, la réponse aux besoins d'entraînement et de formation des équipages de drones. Nous tirerons quelques conclusions sur l'état un peu de ce produit et de ce qu'il peut amener comme perspective pour le marché du drone, civil ou militaire. Et ensuite, comme disait Bernard, vous pourrez vous exprimer via le chat et dans la mesure de notre possible, nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc, on va passer tout de suite, et je vais laisser la parole à Bernard sur la présentation de Sogitech. Donc, Sogitech, en quelques chiffres, présentation rapide de la société. Donc, Sogitech est une filiale à 100% d'Assaut Aviation, société bien connue du domaine aéronautique militaire et civil. La société Sogitech est implantée sur 2 sites en France, un site à Suresnes, sur lequel nous nous trouvons actuellement, et un site à Bru, dans la région de Rennes, site sur lequel sont surtout installés nos moyens d'intégration, nos locaux d'intégration, une grosse partie de l'ingénierie. Et donc, c'est à cet endroit, effectivement, que l'on assemble les simulateurs et que l'on fait les tests et les validations avec les clients avant de les livrer. Les effectifs de Sogitech actuellement, c'est aux environs de 250 collaborateurs. Au niveau de la présence et du déploiement de nos produits, on est présent sur 15 pays, avec une petite carte pour illustrer les différentes régions du monde dans lesquelles nous sommes présents. Et c'est une société qui a un chiffre d'affaires moyen, par exemple comme celui de 2009, autour de 120 millions d'euros. Au niveau des produits, des services offerts par Sogitech. Donc, il faut savoir que Sogitech, effectivement, on est une société qui se veut l'innovation prédominante, donc au service de la préparation et des missions, et essentiellement dans le domaine militaire et aérien. Donc, cela se décline un certain nombre de produits qui couvrent effectivement l'ensemble des moyens, des besoins de formation et d'entraînement. Donc, cela couvre les populations de maintenanciers avec des systèmes d'apprentissage et de manipulation en réalité virtuelle. Une partie de système qui est utilisée à la fois par les pilotes et les mécaniciens pour apprendre, avoir la compréhension du fonctionnement des systèmes. Et ensuite, toute une gamme de produits pour l'entraînement pratique,
qui peut couvrir pour les pilotes de la formation initiale, donc avec des systèmes de type FNPT, puis après une transition sur des moyens un peu plus axés sur un type d'aéronef pour faire de la conversion de type. Donc là, on couvre les gammes militaires d'assaut essentiellement, Mirage 2000, Rafale, dans un premier temps. On a cet axe avion militaire, mais on travaille également sur le domaine hélicoptère. Donc, il faut savoir que Sogitech est le fournisseur officiel des moyens de formation NH90 en France et certains pays européens également. Donc, ces systèmes, effectivement, sont utilisés pour la formation de type sur ces appareils. Et on a évidemment un axe de développement derrière de la formation. Après la formation de type, ce sera la formation tactique, la formation aux missions. Et nos systèmes ont tous une déclinaison dans une version vraiment apte à l'entraînement à la mission, soit la mission en équipage, soit les missions inter-équipage, c'est-à-dire en utilisant des moyens connectés entre eux de façon à réaliser des missions un petit peu plus complexes. Bon, ce panel de moyens de simulation évolue en permanence. Donc on injecte de nouvelles technos, donc on travaille sur la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, bien évidemment, sur des nouveaux concepts de formation qui sont en développement, comme le LVC, c'est-à-dire le Live Virtual Constructive Training, c'est-à-dire le mélange de la simulation et de plateformes réelles sur lesquelles il y a des échanges de données et des partages d'environnement et des partages de missions. Donc ça, c'est la partie, je dirais, système. On a évidemment une offre de services qui accompagne nos produits. Déjà au niveau de la formation, nous réalisons certaines formations pour des clients, essentiellement à l'export actuellement, du service d'instruction. Et bien évidemment, on accompagne nos clients tout le long du cycle de vie de leurs produits, donc avec des offres de support logistique intégré et de maintien en conditions opérationnelles, donc qui peuvent suivre différentes formules et qui peuvent aller jusqu'à ce qu'on appelle du MCO intégré, donc avec même du personnel Sogitech sur les sites clients. C'est la formule avec laquelle nous assurons des engagements sur des taux de disponibilité de machines qui peuvent aller jusqu'à 95-98%. Donc voilà Sogitech en quelques mots. Il ne faut pas oublier l'activité civile. Là, j'ai parlé essentiellement du militaire, c'est vrai. L'activité civile, on travaille également sur la gamme Falcon pour la société Dassault. Et sur la gamme Falcon, nous sommes les fournisseurs officiels de tout ce qui est data package, c'est-à-dire que nous aidons d'autres simulatoristes à fabriquer des simulateurs domaine civil, donc certifiés. Donc, à ce titre, on a une expérience sur cette activité, en particulier également sur tout ce qui est processus et référentiel de certification de simulateurs. Alors, je vais reprendre la parole cette fois-ci pour vous donner un peu la teneur de notre analyse sur les besoins de formation et d'entraînement de tout ce marché des drones qu'on voit émerger depuis maintenant quelques années. Alors, si vous regardez cette diapositive, vous constatez qu'on est entre deux phénomènes contradictoires. Dans un premier temps, on constate bien évidemment que les drones ont un degré d'automatisation qui va croissant, ce qui plaide finalement pour un allègement des exigences de qualification des télépilotes. Pour autant, on voit que la complexité des opérations, elle aussi, va croissant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vole hors de la vue directe du télépilote, dans des environnements potentiellement non ségrégés avec les autres utilisateurs de l'espace aérien, on va s'approcher des zones peuplées, qu'on va avoir des missions complexes qui tiennent compte aussi de la nécessité de réagir par rapport à certaines situations qui se dévoilent, eh bien on voit que, on pense en tout cas que la complexité opérationnelle est en train de prendre le pas sur l'automatisation des drones et que finalement, on génère une croissance du niveau de qualification des équipages qui est assez importante. Alors actuellement, on peut considérer que de par le monde, on a environ 1 million d'opérations qui sont réalisées, tout confondu, civils et militaires, et puis hors vue et à vue. Quand on parle de ce qu'on voit arriver maintenant comme nouvelles opérations, chez les militaires, c'est déjà bien en place, la surveillance terrestre et maritime, mais on voit que le monde civil arrive sur ce marché. Quand on voit arriver
pour les prochaines années le marché de la mobilité aérienne urbaine. On promet des taxis volants pour les Jeux Olympiques de 2024. On voit bien que la tendance n'est pas du tout à la baisse, elle est à la forte hausse du nombre d'opérations. Vous rajoutez le fait que les flottes de drones, ou la capacité ou les types de drones sont aujourd'hui très nombreux, pratiquement innombrables, que chez un même opérateur, vous pouvez avoir plusieurs types de drones différents et plusieurs types de charges utiles sur le même drone. Vous voyez bien la combinaison que ça génère en possibilités et en nécessité d'entraînement. S'agissant des équipages, puisqu'on parle maintenant, on ne parle plus seulement du télépilote. Le télépilote s'inscrit dans un environnement collectif où il a avec lui des opérateurs de charge utile, des analystes de données. Aujourd'hui, on estime de par le monde avoir à peu près 500 000 télépilotes. Là aussi, cette tendance, cette augmentation, elle est visible et pour l'instant, elle n'a pas encore montré ses limites. Et puis par ailleurs, on voit qu'on manque souvent d'instructeurs qualifiés et que ces gens-là sont potentiellement pris sur d'autres missions. Ce qui plaide donc effectivement pour que, ce qui appuie le fait que le volume d'entraînement, au bout du compte, augmente de manière continue, forte, et quand vous rajoutez les deux dernières problématiques qui sont en train d'arriver, qui relèvent des exigences réglementaires, dont je parlerai un petit peu à la fin de cet exposé, et puis des exigences économiques, puisqu'il s'agit non seulement de fournir les moyens de garantir la sécurité, mais aussi de garantir la rentabilité des opérations, on voit qu'il y a vraiment une nécessité de faire face à ces besoins très importants et à cette croissance des besoins de formation et d'entraînement. Donc là, je relaisse la parole maintenant à Bernard qui va vous parler effectivement de la façon dont on voit la simulation comme réponse à ces besoins dans les opérations de drones complexes. Alors effectivement, dans le domaine aérien plus particulièrement, la simulation a été très tôt identifiée comme un moyen de former les gens, d'améliorer la sécurité, d'assurer la sécurité des opérations. Et bon, c'est le cas des hélicoptères, des avions, ce qu'on appelle les plateformes habitées. Jusque-là, on appelait ça comme ça, effectivement. Donc ça, c'est vrai que c'est un must. Le domaine des drones, je dirais, n'échappe pas à cet intérêt pour la simulation. Mais effectivement, la problématique du drone elle est un peu particulière parce que c'est un nouvel entrant dans le domaine, dans l'espace aérien. On a un concept quand même de plateforme inhabitée, mais en fait téléopérée, donc avec des problématiques de liaison, de perception de l'environnement, ce qu'on pourrait appeler la situation awareness en anglais. Et donc, oui, ok, la simulation pour les drones, c'est important, on sent bien que ça peut être très intéressant, mais avec quel système, quel type de système et à quelle problématique on doit vraiment essayer de répondre. Bon, le premier élément important, c'est comme le disait Stéphane, c'est la montée massive en charge de ce type de plateforme, qui en plus a la particularité de nécessiter un nombre supplémentaire d'équipages, entre guillemets, puisqu'effectivement, on a moins de contraintes, je dirais, environnementales. Donc, les cockpits déportés, on peut mettre beaucoup de personnel sur ces systèmes-là. Donc, on va effectivement faire face à une montée assez importante du niveau des effectifs. Et également parce que tout le monde essaye de déployer les drones de façon assez massive, dans des grandes ambitions. Donc, il y a une espèce d'aspiration nécessaire au niveau des ressources humaines. Et en plus, il faut les former. Et on a en plus des concepts de formation qui ne sont pas encore tout à fait matures, qui se mettent en place. Donc, ça tâtonne un peu. Et effectivement, on cherche les meilleures solutions pour effectivement, parmi la population la plus vaste possible, sélectionner les gens, les évaluer, pas forcément sur les mêmes critères que sur des équipages qui sont sur des plateformes embarquées. Et donc là, effectivement, il y a une problématique un peu spécifique dans ce domaine-là qui est en train d'émerger. Bien évidemment, le drone n'échappe pas aux problématiques d'économie et de sécurité qu'on peut retrouver sur tous les types d'aéronefs.
Donc Stéphane l'avait parlé, on a parlé, on a une petite particularité aussi, c'est qu'au niveau des instructeurs, c'est effectivement une filière qui n'est pas vraiment en place sur les drones. On fait appel à des gens opérationnellement très qualifiés, mais bon, ces gens-là, ils ont vocation à plutôt faire de la mission que de l'instruction. Donc on a aussi à faire face à une rareté de la ressource d'instructeurs. Donc il faut y répondre aussi par des moyens adaptés. L'autre problématique, mais qui est là est partagée avec tous les autres systèmes, c'est juste pour la rappeler, effectivement, le fait de s'entraîner avec des plateformes réelles a un certain coût. Bon, même si les coûts d'opération des drones sont un petit peu moindres que ceux des plateformes habitées, ils sont quand même existants. D'autant que les drones, ils ont tendance à avoir des durées de mission allongées. Et bon, finalement, quand on fait le coût plus faible, mais la durée plus longue, effectivement, on arrive à des sommes assez intéressantes. Et il y a aussi effectivement le fait qu'on puisse se préserver avec le simulateur des problématiques d'environnement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'entraîner quand il ne fait pas beau. Et ça, c'est le cas en France en particulier. On peut donc tout à fait se mettre dans des bonnes conditions au niveau de la simulation. Il y a un autre souci qui est spécifique aux drones, on y reviendra après, c'est l'accès à l'espace aérien également, qui est relativement limité. Donc, on est quand même limité en accès, je dirais, géographique, spatial et aussi en durée. Donc, il faut pouvoir le compenser par des moyens de simulation. Et bien évidemment, on peut aussi diminuer le risque d'entraînement en opération réelle, évidemment, avec cet environnement simulé qui se fait en sécurité. L'autre particularité du drone, c'est que, comme l'a dit Stéphane, les plateformes sont relativement automatiques, mais il faut être capable de réagir quand il y a des problèmes et bien préparer les missions, donc accentuer un peu plus la préparation de mission. Les drones, ils sont utilisés un petit peu au profit des autres acteurs dans une opération. Ils sont là pour faire du renseignement, de la coordination. Bon, ils peuvent aussi faire des frappes maintenant. Donc, ça veut dire qu'effectivement, c'est des machines qui sont utilisées dans des situations un peu compliquées, dans lesquelles on a besoin d'aller trier des informations ou de préciser un certain nombre de choses. Bon, ce qui veut dire qu'au niveau de la formation, il faut pouvoir mettre les gens dans un environnement compliqué, dans lequel on va leur faire rechercher un certain nombre d'éléments qui ne sont pas évidents non plus à trouver. Donc, il faut avoir une capacité d'avoir des environnements de simulation très complexes. Et d'autre part, parce qu'on a peu d'instructeurs et beaucoup d'élèves, il faut aussi offrir aux formateurs un environnement qui permet de gérer la complexité et la multiplicité des élèves. L'autre aspect qui est corollaire au point que je citais précédemment, les drones ils travaillent au profit d'autres abonnés, on va dire, d'autres participants aux opérations. Donc ça veut dire que très tôt, des gens qui travaillent sur les drones, ils sont sur des missions avec des relations, avec le fait qu'ils vont devoir dialoguer avec d'autres interlocuteurs, être connectés, renseigner des systèmes d'information tactique. Et donc là, on voit très, très vite qu'il faut aller vers du collectif, de la connexion, et être capable de jouer des missions avec d'autres acteurs comme un avion d'armes, un hélicoptère, un observateur au sol, de façon à bien mettre les gens en situation et les rendre aptes à assurer la mission relativement complexe qui est celle des drones. Très bien. Alors, je reprends la parole maintenant pour vous décrire ici notre réponse à ces besoins. Donc, notre réponse, c'est le simulateur Genius, qui vise bien à donner aux apprenants et aux instructeurs l'aide dont ils ont besoin au sein des structures qui sont les leurs, opérateurs de drones civils, forces armées, opérateurs de drones publics. Donc, nous en sommes à un point, effectivement, où le développement de ce simulateur Genius a été lancé à l'automne dernier, à l'automne 2020. Et donc, nous annonçons aujourd'hui, avec grand plaisir, le lancement de sa commercialisation. Et vous regardez dans cette présentation très sommaire que nous allons raisonner par version incrémentale, puisque pour la fin de l'année 2021, nous pourrons mettre à la vente la première version de ce simulateur Genius, mais que dans le même temps, nous travaillons sur la V2 et sur la V3 qui a vocation effectivement à être commercialisée à partir du milieu de l'année 2022. La logique qui nous conduit à évoluer en termes de version, c'est qu'on démarre avec
un cœur de fonction et que progressivement, de manière cohérente et en fonction de la difficulté de ces versions, on ajoute des fonctions. Et puis, on discute d'ores et déjà avec certains utilisateurs, civils et militaires. On est très heureux de recueillir au fil du temps leur retour d'expérience. Et ça nous sert beaucoup puisqu'on enrichit également nos versions par ce retour d'expérience. Et enfin, situation effectivement très classique dans l'industrie moderne, en particulier dans celle des drones et de la simulation, c'est que nous voyons arriver des évolutions technologiques. Et nous sommes nous-mêmes intégrateurs d'un certain nombre de ces évolutions que nous allons prendre en compte au fil du temps, ce qui normalement augmentera le gain coût-efficacité qu'on peut apporter à nos clients via cette progression incrémentale. Voilà, donc ensuite, pour aller plus avant et décrire les dominantes de ce produit Sogitech Genius, en 3 mots, configurable, modulaire et immersif. Le caractère configurable de ce simulateur, il tient au fait qu'à partir d'une seule interface homme-machine, l'instructeur pourra sélectionner un type de vecteur, voilure fixe, voilure tournante, une taille de drone, mini-drone, jusqu'au drone mâle, des différentes charges utiles qui seront configurées. Alors, on parle bien évidemment de la charge utile la plus classique, électro-optique infrarouge, mais nous développons également les radars et autres charges utiles effecteurs, que ce soit de l'armement ou des lance-bouées pour les usages maritimes, par exemple. Donc, la configurabilité de ce produit, elle est conférée par la simplicité de paramétrage initial qui est offerte à l'instructeur. La modularité, elle tient au fait qu'un instructeur, d'après notre expérience, n'a jamais 2 jours de suite, peut-être 3 jours de suite, le même besoin de formation ou d'entraînement, la même population. Il a besoin de souplesse. Il a besoin de souplesse pour pouvoir organiser sa salle de cours comme il l'entend, en fonction du public qu'il va avoir à former. Et donc, nous avons donc imaginé que cette salle de cours, un poste élève et 8 postes instructeurs, puisse être organisée de la manière la plus souple possible, avec certes un pion de base qui est un poste élève et 2 postes instructeurs, mais les postes élèves peuvent être différenciés. On peut avoir ou alors une salle avec 8 postes élèves identiques, ou organiser la salle avec 2 équipages de 4. Tout ça relevant de la nécessité, souvent pour les instructeurs, de réaliser des séances d'entraînement collectif. Ce que disait Bernard précédemment, c'est que nous considérons et nous observons le fait que les opérations de drones sont menées avec un certain nombre d'intervenants qui, avant d'être engagés dans l'opération réelle, ont besoin d'être entraînés aux procédures et à la pratique de la prise de décision dans un cadre collectif. Donc, c'est ce qu'offre la modularité du produit Sogitech Genius. Dernier point, c'est le côté immersif. Alors, entendons-nous bien, le côté immersif de ce simulateur, il est lié au fait que les équipages se retrouvent dans des situations, en termes d'exécution de leur mission, qui sont très similaires à celles des situations réelles. Donc, le terrain est représentatif, l'activité terrestre est représentative, les problématiques de circulation dans l'espace aérien, d'intégration avec d'autres usagers de cet espace aérien, la météo, l'environnement électromagnétique, la qualité de la liaison de données, tout ça, nous le modélisons, nous le mettons à disposition de l'instructeur pour qu'il puisse jouer avec ces paramètres et mettre les équipages dans ce que l'on peut considérer comme étant la vraie vie d'un équipage de drone qui n'est souvent pas un long fleuve tranquille. Voilà, donc configurable, modulaire, immersif, voici les dominantes du produit Genius. Et pour les résumer en termes de caractéristiques, eh bien, nous avons conçu un simulateur qui se veut léger, c'est-à-dire que premièrement, le hardware n'est pas spécifique, et deuxièmement, le hardware n'est pas pléthorique. Ce
qui permet effectivement d'atteindre des objectifs de coût global de possession, notamment, qui sont intéressants lorsque normalement, en plus, on fait évoluer les configurations matérielles au fil du temps, au fil de l'obsolescence de ce matériel. Comme je l'ai dit précédemment, ce simulateur Genius, il est générique. Donc, il confère à l'instructeur la capacité de simuler plusieurs types de drones, plusieurs missions, plusieurs capteurs. Nous n'excluons pas, cependant, le fait de développer, et nous sommes déjà engagés avec certains de nos clients prospects exactement sur ce chemin, le fait de développer des fonctions spécifiques qui peuvent avoir trait aux charges utiles, à certaines fonctions à ajouter dans l'équipage, et qui relèvent effectivement de notre faculté d'adaptation à certains clients qui nous le demandent et avec lesquels nous jugeons que c'est pertinent de rajouter ces éléments de développement dans notre feuille de route. Nous privilégions la solution tout simulé pour les post-élèves pour les fonctions qui sont nécessaires et atteignables. Donc, nous privilégions le fait qu'un élève, par exemple opérateur charge utile, travaille avec un poste simulé qui lui permet de reproduire la problématique des décisions ou des actions qu'il a à prendre lorsqu'il réalise sa mission réelle. Pour autant, nous pouvons connecter notre simulateur avec des systèmes réels, puisque dans certains cas, certains clients peuvent nous demander d'avoir à connecter le flux simulé à des stations réelles. Donc, ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons également. Le besoin de connecter le simulateur Genius avec d'autres simulateurs, il est également pris en compte dans la mesure où chez Sogitech, nous avons cet ensemble de réalisations dont certains de nos clients nous ont fait comprendre qu'il était souhaitable de les connecter les uns aux autres. Et enfin, nous travaillons pour nous mettre en conformité avec les standards opérationnels comme les STANAG, STANAG 4609 pour la fonction Full Motion Video par exemple, et puis les standards de safety qui, eux, commencent à arriver. On les voit arriver au niveau de l'EASA, on les voit arriver au niveau de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Donc, voilà ce qui décrit les caractéristiques de ce simulateur Genius de Sogitech. Pour terminer cette rapide présentation, je pense qu'il est intéressant de replacer la simulation et notre simulateur finalement dans un contexte plus large. L'architecture des missions drones, vous la voyez réalisée à la fois sur les aspects sécurité, qui génèrent en fait des nécessités de mise en conformité, de certification, des analyses de risque, des labels de certification également ou de qualification pour les équipages, mais également en termes d'efficience ou de rentabilité. On va dire. Et donc, quand on cumule les nécessités qu'a un opérateur de drone, finalement de cocher toutes les cases qui lui sont nécessaires sur ces critères, avoir un système de drone qui est bien conçu, qui a été labellisé ou certifié encore mieux en termes de fabrication. Quand on regarde la complexité de son environnement opérationnel, la nature de la mission, quand on regarde les procédures, on voit que la place de l'entraînement et de la formation, de manière générale, et de la simulation est en train de se trouver. Elle est en train de se trouver justement pour répondre aux deux impératifs de sécurité et d'efficience. Donc c'est bien à ce titre que nous développons Genius, c'est pour apporter la plus-value que peut espérer un opérateur de drone, que ce soit une force armée ou un opérateur de drone civil ou étatique, dont on sait bien, par expérience, que ce n'est pas forcément un métier facile et que la sécurité et la rentabilité sont souvent difficiles à obtenir. Donc nous estimons que cette brique simulation que nous apportons aux acteurs du marché des drones, civils ou militaires, elle va naturellement trouver sa place
Et il nous appartient effectivement, c'est un peu l'objectif de cette présentation d'aujourd'hui, d'aider à ce qu'elle soit trouvée, mais on voit bien qu'à l'avenir, la part de la simulation va augmenter de manière très significative, alors qu'effectivement, peut-être qu'au début, ça n'était pas très intuitif que d'avoir envisagé d'avoir des simulateurs pour entraîner les équipages de drones. Donc, à partir de ces constats, nous sommes heureux effectivement de recevoir vos questions, vos réactions, vos commentaires. Je pense que déjà, je vais terminer en vous disant que les points de contact que vous avez pour, après cette réunion, ce webinaire, répondre aux questions, ils apparaissent sur votre écran, que nous sommes bien évidemment présents sur les réseaux sociaux que vous voyez affichés ici et que nous communiquons en ce moment de manière assez régulière sur ce webinaire, que nous serons prochainement, la semaine prochaine, présents au Salon Sofins, nous avons un stand, et donc à partir de tous ces éléments, nous vous remercions pour votre attention nombreuse de ce que je vois sur les écrans, et nous restons maintenant à votre disposition pour les questions que vous pourriez nous poser. Je vais juste faire un rapide break sur l'image et sur le son pour qu'on fasse le point un peu sur les questions qui nous sont posées. Bien, alors si vous ne nous avez pas quitté, ce que je crois pouvoir constater avec bonheur, eh bien, nous avons dans un premier temps 3 questions. Alors là, je vais d'ailleurs les poser à mon chef Bernard, ça sera beaucoup plus pratique. On nous pose la question sur les briques technologiques que nous utilisons sur le simulateur Genius. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus à ce stade? Alors bon, je ne suis pas l'ingénieur système en chef du produit Genius, mais enfin j'ai quelques notions sur le sujet. Bon, vous avez bien compris à travers la présentation de nos produits, on a une certaine expérience, une certaine assise, je dirais, sur le marché de la simulation et l'entraînement des opérateurs aériens. Donc, bien évidemment, on a un fond technologique que l'on fait évoluer et que l'on réutilise, en particulier sur le produit Genius, bien évidemment. Notre intérêt ayant d'avoir un cœur partagé sur nos différents systèmes pour justement favoriser cette interopérabilité qui est vraiment au cœur de la mission des drones. Pour autant, comme le disait Stéphane, on sait que les technologies évoluent vite, que le drone amène un certain nombre d'innovations sur les capteurs, sur les automatismes, la gestion de mission. Et donc, on est effectivement à l'écoute du marché et effectivement, on regarde régulièrement quelles briques technologiques pourraient être intégrées à notre système et on essaye d'être pragmatique sur le sujet, d'autant que, comme on l'a expliqué, ce sont quand même des systèmes que l'on veut au départ accessibles et donc effectivement, il faut qu'on soit relativement efficace au niveau des coûts. Alors, on nous pose aussi une question sur les protocoles de communication qui sont présents nativement. Alors, est-ce qu'on peut répondre à cette question? Bien sûr, il y a un protocole. Alors, peut-être qu'on pourrait préciser en fait ce qu'on entend par protocole de communication, mais bien sûr que l'affaire est entendue. Est-ce qu'on peut en parler dans cette conférence? Je ne suis pas sûr, mais je te laisse le choix de la réponse, Bernard. Il faudrait effectivement préciser de quoi parle-t-on lorsqu'on évoque la notion de protocole de communication. Moi, ce que j'en retiens et qui peut-être présente un certain intérêt au niveau des drones, c'est un petit peu, comme tu l'as dit Stéphane, des systèmes qui pourraient être un petit peu hybrides, c'est-à-dire qui mêleraient de la simulation avec du réel. Alors effectivement, là sur le réel, les systèmes réels, et parce que le drone est par nature et par essence interopérable, effectivement, il faut qu'il puisse partager des informations avec différents systèmes d'information, avec différents participants. Donc, ça veut dire que l'interopérabilité au niveau des drones, elle est assez bien ancrée. Hein. Donc, tu as parlé de STANAG sur les échanges d'images vidéo full motion en 4609. Il y a un certain nombre de standards aussi au niveau de l'OTAN, des STANAG sur les protocoles de communication au niveau des flux radar, donc radar, vidéo.
Il y a des standards sur la messagerie, le contrôle entre la station de contrôle et puis le drone de la plateforme aérienne, puisqu'effectivement, c'est quand même un système entre guillemets téléguidé, donc il y a des échanges de protocoles. Donc ces standards, on les connaît, on les maîtrise. On ne les utilise pas forcément nativement dans nos solutions dites génériques, mais effectivement, l'orientation, c'est si on va vers une solution hybride où on va connecter un environnement simulé, des modèles de drones à un système réel, à une partie de système réel, en particulier le poste de travail, donc ce qu'on appelle la GCS, la Ground Control Station, on se donne effectivement la capacité d'utiliser ces protocoles pour alimenter avec des flux qui paraîtraient réels pour la partie réelle, la partie réelle du système, la GCS, de façon à ce qu'on puisse la stimuler et faire en sorte que les gens, sur leur poste de travail, évidemment très représentatif, puisque hérités du système réel, on puisse les mettre en situation et leur faire effectuer des missions, effectivement, dans un environnement virtuel. Alors, je vais regrouper deux types de questions posées par la même personne, d'ailleurs. Mais là, je pense pouvoir y répondre à mon niveau. Le niveau initial requis pour un opérateur drone sur ce simulateur, aujourd'hui, ce simulateur, en termes de réponse à des exigences réglementaires, vous avez compris que les exigences, elles sont en train d'être écrites. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore un peu difficile, puisque les groupes de travail ne font que commencer à se réunir, de répondre à la question. Pour autant, nous, on pense que au plus tôt le simulateur est utilisé, au mieux ça sera. Et donc, on travaille pour permettre d'avoir une utilisation très rapide et prolongée du simulateur qui permettra effectivement d'être à l'instructeur de bénéficier de l'outil pendant le temps le plus significatif, en tout cas celui compris au niveau de la formation du télépilote. L'autre question qui a été posée, elle est plus liée au scénario d'utilisation du système. Est-ce qu'on peut envisager d'utiliser ce simulateur en interaction avec des moyens dits habités comme des hélicoptères? La réponse est clairement oui, dans la mesure où les réalisations qui sont celles de Sogitech et les solutions techniques qui ont été retenues pour développer Genius, donc Sogitech sur les hélicoptères, notamment sur le NH90, et les solutions donc utilisées pour développer Genius sont totalement compatibles. Ce qui effectivement renforce aujourd'hui l'intérêt de ce type de produit, où on voit que les guerres modernes, en tout cas celles conduites notamment par nos forces françaises, sont des opérations complexes. Des opérations complexes qui mettent en œuvre simultanément des moyens très diversifiés, aériens et terrestres, et ce qui fait qu'effectivement, rares sont les armées qui maîtrisent ça, mais ça donne des résultats sur le terrain. Donc, autant entraîner nos forces avec les moyens de simulation, et sur ce cas précis de la coopération drone-hélico, c'est le cas. Sur des scénarios disponibles, bien sûr que nous visons principalement l'aéroterrestre et le maritime, pour des raisons évidentes d'occurrence de ces scénarios. Il est vrai que le marché de surveillance maritime commence à devenir très important, y compris devenir civil. Donc, nous mettons à disposition des environnements terrestres, aéroterrestres et aéromaritimes pour les formateurs et les apprenants. Si je peux juste rebondir un petit peu sur ta question, parce que du coup, je vais peut-être compléter la réponse sur les standards de communication, parce que les standards de communication, ça peut être aussi des standards d'interopérabilité de simulation, puisqu'on parle de systèmes connectés. Donc, bien évidemment, puisqu'on les utilise nativement sur tous nos autres produits, le système Genius est de par nature interopérable au niveau de la simulation. Donc, si on parle de protocoles HLA, DIS, bien évidemment, on a vocation à les utiliser. Ils sont quasiment natifs dans le système, natifs, hein, pas quasiment, puisque notre vocation, effectivement, c'est de participer à des exercices ou à des fédérations d'interopérabilité. Très bien. Alors, on me pose maintenant des questions peut-être un peu plus détaillées sur le plan technique.
Est-ce qu'on simule un radar qui permet de faire de l'imagerie et est-ce qu'on simule aussi de la thermographie avec un capteur TVIR? La réponse à ces deux questions est oui. Donc, nous sommes en cela fidèles à déterminés à répondre à des premiers types de besoins, effectivement en commençant par l'électro-optique et l'infrarouge, qui est en général la charge utile de base pour la quasi-totalité des drones de surveillance, mais nous développons aussi la capacité à simuler une charge utile, que ce soit radar, que ce soit SAR ou GMTI. Donc la réponse est encore une fois oui à ces deux questions. Enfin, c'est développer, on a déjà ce type de modèle de simulation, effectivement, on va les intégrer et les adapter peut-être aux spécificités qui sont celles des drones, mais oui, bien sûr, c'est des simulations de capteurs que l'on offre au catalogue. Alors après, on a un certain nombre d'autres questions qui ont été posées sur le plan technique. Je propose peut-être je réponde à la personne qui me les a posées en point à point, puisque effectivement, je pense que ce n'est pas forcément d'intérêt, en tout cas collectif, que ces sujets soient apportés de manière publique à ce jour. Il y a également une question sur les prix que j'apprécie tout à fait à sa juste valeur en tant que responsable produit, mais à laquelle je me permettrai de répondre directement à la personne qui me l'a posée. Voilà. J'ai une question qui est posée sur la capacité à modifier le scénario en conduite, c'est-à-dire faire reprendre la main à l'instructeur à partir du moment où un scénario est lancé de manière automatique. Je pense qu'on peut, par exemple, il s'agissait de déplacer un véhicule par l'opérateur de simulation. Je pense que ces choses sont tout à fait possibles, effectivement, dans la version de CGF que nous avons pour l'instant retenu. Et donc, oui, l'idée, ce n'est pas de retirer toute capacité d'évoluer ou de faire vivre son scénario à l'instructeur, c'est de l'aider sur les choses les plus rébarbatives et de le laisser aussi en mode supervision, mais s'il a besoin de redevenir acteur pour des raisons qui lui appartiennent, la solution le permet. Et j'ai une dernière question qui est en fait sur les offres de services et de maintien en conditions opérationnelles, formation qu'on peut proposer autour de ce système, de ce simulateur Genius. Alors, bien évidemment, les offres de services en termes de maintien en conditions opérationnelles, je dirais c'est nativement ce que l'on offre avec tous nos systèmes. Donc, Genius, je dirais, sera accompagné d'offres adaptées. Enfin, comme l'a dit Stéphane, ce sont en tout cas dans sa version initiale, des simulateurs à configuration relativement légère. Donc, on adaptera l'offre en conséquence. Quant à l'offre de services de formation, effectivement, c'est un sujet auquel on pense très attentivement, puisque pour les problématiques de montée en charge que l'on observe, et aussi parce que ce sont des systèmes qu'on peut déployer finalement assez facilement. L'empreinte logistique est relativement limitée. Effectivement, c'est un sujet qu'on regarde de très près pour offrir éventuellement de la formation jusqu'à un certain niveau, si effectivement c'est une demande qui se confirme vis-à-vis de nos clients ou de nos prospects. On veut se donner cette capacité effectivement d'offrir des services de formation. Il faut peut-être rappeler qu'on le fait sur certains clients des simulateurs Rafale à l'export. Ouais. Donc, voilà, on sait faire. Et dans certains cas, à l'export ou même pour les forces françaises, c'est des choses qu'on ne s'interdit pas et qui, effectivement, assurent peut-être une meilleure cohérence autour du produit. Après, si l'utilisateur et le client veulent l'utiliser à son propre niveau, c'est des choses qui ont été conçues pour également. Donc, toutes les solutions sont autorisées. Eh bien, je crois qu'on arrive au bout des questions qui nous ont été posées. Je reviendrai avec les personnes auxquelles je n'ai pas répondu, non pas par manque de politesse ou d'envie, mais je pense que ces questions méritent une réponse personnalisée et directe.
J'attends encore un dernier instant pour voir si une dernière question ne viendrait pas à survenir, mais il me semble que ce n'est pas le cas. Alors, je pense qu'on peut vous remercier pour avoir été fort nombreux à ce webinaire, pour avoir manifesté de l'intérêt pour notre produit Sogitech Genius, pour vous rappeler que nous serons à Sophins la semaine prochaine pour en parler plus en détail in situ, et que derrière, bien évidemment, au-delà de ces échéances, avec les informations qui normalement apparaissent encore à votre écran, nous sommes, et je suis à votre entière disposition pour la suite. Encore merci, bonne continuation dans votre après-midi et à très bientôt. Merci à tous, à bientôt.